Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Futuranima pour ce Student Day. Aujourd'hui et ce matin, on va un petit peu approfondir la question comment développer sa carrière dans l'animation avec des invités de choc. Et j'ai envie de dire, à commencer par l'animatrice Sarah Van Dijk, qui est animatrice dans le studio The Fridge. Mais également avec Gabriella Marchese du service des auteurs de la SACD, SCAM, et également moi-même, François-Xavier Kernkamp, Account Manager chez Amplo, et Virginie Grulois, gestionnaire de projet chez Mediarté. Nous sommes entourés aujourd'hui par l'équipe de Futuranima qui a été rejointe par ma collègue Manon Vadelorge qui va gérer vos questions dans le chat. Alors, commençons par le début. Sarah, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Tu vas bien? Mais oui, ça va. Euh, Sarah, première question. Comment ça se passe en ce moment à The Fridge? Mais ça se passe super bien. On est occupé sur plusieurs gros projets vraiment, vraiment cool. Ouais, on a pu continuer à bosser pendant, pendant toute cette pandémie. Donc, on fait partie des chanceux dans l'industrie. Donc, on en profite. Sujet, si vous le souhaitez, je pense que vous pouvez revoir la conférence d'hier sur l'impact de la pandémie sur le travail et sur le workflow des studios. C'était très intéressant. Sarah, je te propose qu'on regarde d'abord ton showreel, que tu nous expliques un petit peu ce qu'il reprend, et puis on parcourra ton portfolio pour voir un petit peu l'évolution de ton travail justement, avant de se pencher sur ta carrière à proprement parler. Euh, voilà. Magnéto, Serge. Donc ça c'est un reel que j'ai fait il y a un peu plus d'un an, que j'ai préparé justement peu avant de participer à un au Student Day de Anima de l'année passée, où j'ai pu participer au speed dating d'entreprise. Donc c'est via ce reel que j'ai réussi à me faire des contacts. Donc voilà, c'est un petit assortiment de plusieurs projets dont je vais encore parler juste après. Euh, donc ouais, c'est un ensemble de projets euh, personnels, principalement. Euh, Il y a un seul projet d'école dans ce reel au final, qu'on va voir à la fin, qui est mon travail de jeu vidéo. Donc voici le personnage sur lequel j'ai travaillé. Euh, dans le cadre de mon fin d'études. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été engagée chez The Fridge. C'est pour avoir travaillé dans ce programme qui s'appelle Unity, qui permet... c'est un programme qui permet de faire des jeux vidéo. Et donc, voilà, voilà. Ok, super, merci Sarah. Je suis désolé, je voulais intervenir pendant ton reel et en fait je ne pouvais pas. Euh, Pas de la souci. régie m'a fait des grands signes. Non, non, on ne t'entend pas. Euh, mais donc, Sarah, en parlant de reel et avant d'attaquer le portfolio, euh,
pour toi, est-ce que tu as vu une différence dans l'intérêt des studios, justement, sur le fait que tu aies mis principalement des projets personnels? Oui, c'est vraiment, le truc, c'est que la plupart des gens vont vous le dire quand vous commencez à chercher du boulot, c'est que, enfin, vous allez aussi vite vous en rendre compte, c'est que dès qu'on commence à se comparer un petit peu aux professionnels, aux gens qu'on voit dans l'industrie, partout sur Internet, eh bien, on se rend compte que ben, il y a les projets d'école ne suffisent pas. Ils sont pas assez représentatifs souvent. Ça dépend évidemment de, enfin, je veux dire, chacun a son expérience. Vous avez peut-être un projet de fin d'études qui est absolument incroyable. Et tant mieux, dans ce cas, il faut absolument le montrer. Mais dans mon cas, les choses que j'avais à montrer étaient relativement limitées. Donc, là, c'est 90% de projets personnels que j'ai faits en sortant de l'école, qui sont dans mon reel. Parce que c'est voilà, il fallait que je montre différentes facettes, différentes skills euh, qui étaient plus intéressantes et plus attrayantes pour les studios pour voir ce qu'ils cherchaient quoi. Effectivement, on va un petit peu approfondir tout ça un peu plus tard dans la présentation, mais je propose qu'on regarde un petit peu ton portfolio et que tu nous expliques un petit peu ce qui est quoi, Oui. puisque il y a également un portfolio. Oui, donc ça c'est un assortiment. Vous verrez, enfin, s'il y a des gens de mon âge qui regardent ce webinaire, vous allez sans doute voir que je fais beaucoup de fan art, de trucs que j'aime bien, juste parce que c'est ce qui me motive et qui est chouette. C'est chouette de voir ce que je peux revisiter. Donc voilà, c'était des différents exercices que j'ai fait là pour euh, apprendre à utiliser un programme spécifique, par exemple, qui s'appelle Substance Painter, pour les couleurs, le texturing et tout ça. Puis ça montre aussi toute la lumière, le rendu, tout ça, tout ça. Voilà, ça c'est des images du seul, du seul truc que j'ai montré qui vient de l'école. Donc c'est tous des concepts qui viennent du jeu sur lequel j'ai travaillé pendant mon fin d'études. Et donc ça, c'est aussi une façon de montrer ben, que je sais dessiner, que je peux explorer d'autres choses que la 3D, que voilà. Donc de nouveau, des études de personnages, de costumes, euh, tout pour aider à montrer que je sais faire plusieurs choses, on va dire. Et c'est important à l'heure actuelle de pouvoir démontrer que on n'est pas juste, par exemple, une brute dans un soft, mais Euh, qu'on sait toucher un petit peu à tout, y compris dans le gaming, par exemple. oui, je pense que c'est important. Ça dépend vraiment de ce que les studios recherchent, mais quand on commence, en général, ils cherchent des couteaux suisses, on va dire. Donc c'est bien de montrer, voilà, ici, que le dessin, ça se passe bien, qu'il y a aussi du travail de lumière qui est possible, qu'il y a aussi de l'animation, qu'il y a aussi, voilà. C'est quelque chose qui est intéressant. Par exemple, le fait que, enfin, ce qui a intéressé, entre autres, de Fritz dans mon profil, c'était le fait que j'avais bossé dans un programme spécifique, Unity, qui est ce truc de jeu, que j'avais modélisé les personnages moi-même, que je les avais animés, que je les avais, voilà, que j'avais fait les concepts pour, etc. C'était, je pense que, comme, en fait, ça vient aussi de la nature des projets qui se font pour le moment, qui sont très pluridisciplinaires. Il y a beaucoup de trucs en réalité virtuelle et tout ça qui commence à se passer. Et dans ces endroits-là, c'est bien de pouvoir ben voilà, toucher un peu à tout, d'être aware de différentes façons de travailler. Ok. Alors, on m'a dit, malheureusement, je n'ai pas pu voir le reel, j'avais juste un écran noir avec le nom. Pourriez-vous le repasser? Oups. Bah, on va d'abord terminer le portfolio et puis on refera un petit tour sur ton reel. Alors Voilà. voilà, ça c'est en vrai ça c'est un vieux projet de d'école. C'est mon un des derniers projets que j'ai fait à l'école. Voilà, juste
une de mes premières utilisations d'un programme de sculpt en 3D. Encore ouais, des exemples juste de dessins purs, juste pour montrer de ce dont je suis capable. Ça, c'est un projet encore pour montrer l'utilisation d'un programme spécifique, de nouveau Painter, parce que je l'apprenais à l'époque, donc c'était pour démontrer ça. Tu dis à l'époque, ça veut dire que tu ne t'en sers plus maintenant. Ah si, si, bien sûr, je m'en sers presque tous les jours de ce programme-là. Donc ça m'a bien servi, mais c'était l'année passée que je n'y avais pas encore touché, ou il y a presque 2 ans maintenant. Donc il fallait que je me lance dedans et donc se trouver un petit, une idée et dire ok, aujourd'hui je vais juste faire une fraise qui sourit et utiliser Pourquoi pas? Substance. Pourquoi pas? Oui, ça c'était un gros projet. Euh, pour ceux qui savent de ce dont je parle, de shader, parce que je voulais essayer d'avoir un look spécifique avec les lignes de BD sur la peau et, euh, et ouais, pour essayer de retrouver le look qu'on avait vu dans ce film-là. Et là, on arrive au projet sur lequel je bosse actuellement, chez Ok, The Fridge. Donc, j'ai pas grand-chose à montrer parce que tout est encore en cours. Donc, j'ai des petites images tout simples. Mais donc ça, c'est un concept de 2 personnages sur lesquels j'ai travaillé. Donc là, c'est en 2D, mais moi, j'ai bossé sur ces personnages en 3D. Et c'est pour un long métrage qui va se faire dans Unity, en real time, dont je pense on avait déjà parlé l'année passée à Anima, d'ailleurs. oui, tout Euh, à fait. Super. une image du même projet, cette fois en 3D. Oui, manifestement. Voilà, ça c'était un autre projet en réalité virtuelle sur lequel on est occupé aussi, euh, qui va être très sympa, je pense. Et un jeu vidéo. Donc voilà, ça c'est le premier travail, le premier projet sur lequel j'ai travaillé en arrivant chez The Fridge, euh, parce que justement j'avais fait un peu de jeux vidéo avant. Donc là j'ai fait les couleurs et les textures de la plupart de tous ces personnages. Ok. Et encore une autre expérience réalité virtuelle qui arrive aussi, pour lesquelles travailler sur l'environnement et les personnages également. Ça devrait être sympathique. Et alors, dans ton reel, tu nous as mis cette photo. Oui. Ouais, ça c'est mon équipe, enfin l'équipe dont je fais partie, pas mon équipe, chez The Fridge. Notre équipe de euh, Research, Art and Development, comme on appelle. Euh, donc voilà, on a des développeurs, des gens qui bossent en 3D, des gens qui font de tout, des, euh, des purs 2D, de tout. D'où l'importance peut-être d'apprendre à travailler avec des gens qui ont des autres métiers et Ouais, pas juste travailler entre animateurs. tout à fait. Ouais, ouais. Je pense qu'une des grosses parties de travailler dans l'industrie de l'animation aujourd'hui, c'est d'avoir, allez, la traduction, on va dire, entre les différentes branches. C'est très important. C'est ça, de s'inscrire dans le pipeline et pas juste de faire Exactement. son truc dans son coin. Ouais, ouais. Ok. Alors, on commence hein, déjà à avoir des questions sur où Oui, tu as fait tes études et ça tombe bien car c'est justement le point merveilleux. suivant. Sarah, raconte-nous. Comment est-ce Eh qu'on devient bien, animatrice? Qu'est-ce qu'on étudie? Qu'est-ce qu'on fait? Et à partir de quand? alors, donc moi j'ai commencé mes études à l'IAD, à Louvain-la-Neuve, en 2014. J'ai fait un bachelier en multimédia. Multimédia à l'IAD, ça reprend plusieurs branches, euh, euh, dont la programmation, l'animation 2D, l'animation 3D, et d'autres choses comme ça. Donc moi, je me suis concentrée sur la 3D et puis j'ai aussi fait un master aussi à l'IAD de 1 an pour terminer mon TFE avec mon équipe. Euh,
Donc voilà, c'est là que j'ai tout appris. Enfin, que j'ai appris toutes les bonnes bases. Voilà, c'est un petit peu à ça que j'allais en venir. Avec ton diplôme de l'IAD en poche, même si c'est un très bon diplôme, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on en sait assez? Ou est-ce qu'il faut continuer à se former? Je pense que c'est impératif de continuer à se former. Comme je l'ai dit au début, c'est l'école, c'est une très bonne source pour se motiver, pour rencontrer des gens qui vont faire la même chose que vous, pour faire un peu de networking déjà. C'est pour avoir quelqu'un qui est derrière vous pour vous forcer à euh, produire des choses et apprendre plein de choses, mais euh, euh, surtout dans le système, dans le monde de l'audiovisuel digital, tout avance tellement vite. C'est hyper important d'essayer de rester conscient et d'être au courant de tout ce qui se passe. Effectivement, les projets que vous allez faire à l'école vont parfois ils vont avoir une certaine limite, c'est tout, par leur, parce que c'est ce qu'on vous demande de faire, on vous demande de faire quelque chose de précis à l'école. Et, et il faut pas hésiter à à pousser ces barrières et à faire OK, c'est très bien. Maintenant, j'ai ma boîte à outils de base. J'ai pu démontrer que je savais faire ça, que je savais faire ça, que je savais faire ça. Maintenant, je pouvais tout prendre et en faire plus. Euh, c'est impératif de chercher, d'apprendre plus, de tester d'autres nouvelles choses. Euh, ouais, je pense que en tout cas, c'est nécessaire pour montrer aux boîtes qui vous intéressent que vous n'êtes pas juste, voilà, ça c'est bon, j'ai appris tout ce qu'il fallait et maintenant je n'avance plus. Non, effectivement, ça, on le remarque souvent, effectivement, quand on organise les speed dates, etc., pour Anima, on, on se rend compte effectivement que non seulement les studios sont demandeurs finalement d'avoir des gens qui sont prêts à se former continuellement, mais les studios proposent aussi eux-mêmes des formations, forment également leurs animatrices et leurs animateurs, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui, oui. Oui, moi j'ai appris plein de choses à The Fridge, par exemple, en arrivant, parce que je connaissais allez, deux tiers de ce qu'on avait besoin que je fasse sur un tel projet, mais tout projet a ses spécificités, tout projet a besoin de rajouter un outil à votre boîte à outils. C'est aussi en bossant ou en faisant des stages qu'on va apprendre des choses, évidemment. Eh bien, justement, je propose qu'on approfondisse un petit peu ce sujet avec Virginie Grulois de Médiarté, qui est gestionnaire de projets médiartistes. Euh, Virginie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Médiarté et sur justement tout ce qui est formation? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Virginie Grudois, Project Manager chez Médiarté. Qu'est-ce que c'est Médiarté? Ben, c'est le fonds social du secteur audiovisuel, film et digital. De façon un peu technique, ça veut dire qu'on regroupe toutes les entreprises de deux commissions paritaires, la 227, l'audiovisuel, et la 303.1, production de films. Ce que vous devez juste retenir, en gros, c'est que une commission paritaire, c'est un groupe d'entreprises qui exercent des activités similaires et donc qui sont gérées par notre fonds social. Voilà. Les entreprises qu'on représente, ce sont les entreprises privées du secteur, c'est-à-dire les sociétés de production, les petits studios, aussi bien que des gros diffuseurs comme RTL ou aussi des entreprises de services et des agences numériques. Donc on a été créé en 2005 et on est un partenaire neutre et objectif. Ça veut dire qu'on est entre les employeurs et les individus, puisque donc dans notre comité d'administration, il y a des entreprises, mais aussi des syndicats. On est actif sur tout le territoire belge, donc on travaille aussi bien en néerlandais qu'en français. Et donc, vraiment, qu'est-ce que c'est la mission de Médiarté? Comme tout fonds social,
c'est de favoriser l'emploi dans son secteur afin de créer un bon écosystème, en gros. On a choisi comme motto The Making of You, donc la fabrication de soi. Pourquoi? Parce qu'on veut rendre chaque professionnel ou futur professionnel du secteur audiovisuel, film et digital meilleur et surtout plus compétent. Et donc à qui on s'adresse, à qui on adresse nos services? C'est tous les travailleurs du secteur, les employés, les travailleurs intérimaires, aussi les indépendants, mais aussi toutes les personnes concernées, intéressées par le secteur. Donc les étudiants et leurs professeurs, les demandeurs d'emploi, les personnes qui veulent se reconvertir. Et on a une attention particulière pour les groupes à risque. Voilà. Et donc, Ok. comment est-ce qu'on va assurer notre mission? On va informer, soutenir et conseiller sur l'emploi et la formation dans le secteur. Donc, si je donne un exemple, par exemple, pour un étudiant qui veut faire une transition optimale vers le marché du travail, ce qu'on va faire, c'est de les guider justement vers des formations adéquates. Donc, sur notre site, on a justement une page formation où on regroupe toutes des formations, surtout la formation continue et les formations courtes. Et donc, vous pourrez trouver là-dedans toutes sortes de formations, que ce soit en ligne, sur le digital, des tutos, etc. Et donc, si vous voyez ici sur la page formation, justement, donc il y a l'onglet formation générale, mais il y a aussi un petit onglet spécialement pour toi. Ça veut dire là que justement, grâce à un nouvel outil qu'on a sur notre site, que je vous présenterai plus tard, un outil de scan des compétences, vous pourrez recevoir des formations dans cet onglet qui sont vraiment adaptées à votre niveau de connaissance actuel et aux fonctions que vous briguez, quoi. Donc, voilà. Euh, Et par rapport aux entreprises et au marché du travail, finalement, euh, du coup, comme vous représentez à la fois les entreprises et les travailleurs, ce qui est mhm. bien, c'est que vous êtes exactement au courant de ce que cherchent les entreprises et des compétences qu'il faut impérativement développer sur le moment par rapport aux productions qui sont en cours, etc. Mais oui, on essaie on est en contact de toute façon souvent avec ces entreprises parce que elles ont de toute façon besoin de partenaires dans leur politique RH pour trouver leurs talents. Donc, je prends l'exemple d'un gros studio d'animation dont on a fait l'interview il n'y a pas longtemps. Eux, on sait que justement, ils préparent déjà leur politique de recrutement pour toute cette année qui suit. Ils remarquent qu'ils vont avoir besoin de tel et tel talent. Ils vont aussi contacter des organismes de formation, peut-être pour créer une formation dans ce domaine spécifique. Nous, on va être au courant justement parce qu'on va mettre ces formations sur notre site. Donc voilà, c'est tout un écosystème qui se crée autour de ces formations parce que les entreprises ne sont pas fermées dans ces démarches-là. Elles essaient de s'appuyer sur des tiers justement pour les aider dans la formation des talents, le recrutement, etc. Oui, c'est Donc, ça, hein. Effectivement, chez Amplo, nous étant au contact des studios et des travailleurs et travailleuses aussi, on voit aussi tout ça et donc ça arrive de temps en temps qu'on collabore effectivement avec Mediarte pour mettre en place des formations. Donc, je dirais que effectivement, cette page formation est quand même un élément, un des éléments cruciaux de votre travail. Euh, donc, une fois qu'on a fait ses études, merci Virginie, une fois qu'on a fait ses études et qu'on suit des formations, ça c'est un petit peu tout au long de sa carrière, on sort de ses études et on commence par des stages généralement. On va revenir à Sarah. Ce qu'on constate souvent, c'est des étudiants qui écument un petit peu les studios belges à la recherche d'un stage mais qui se cantonne au studio belge. Or, toi, tu n'as pas du tout tenu compte des frontières, si je ne me trompe pas. Non, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance. Le premier stage que j'ai fait, donc
via mes études, en troisième année de bachelier à l'IAD. J'ai postulé partout parce que les places sont vite prises en Belgique et les places sont limitées. Donc j'ai été envoyer des candidatures de stage un peu partout et finalement j'ai pu faire un stage dans une petite boîte d'animation à Londres, ce qui était super et toujours cool à mettre dans un CV, dire voilà j'ai été à Londres faire ceci. Évidemment beaucoup de chance que j'ai pu me le permettre de rester à Londres pendant un mois. Mais oui, c'était effectivement, il y a des studios partout en Europe qui font plein de choses. Des petits, des grands, il y a de tout. Et il faut vraiment pas hésiter, si c'est quelque chose euh, qui est possible pour vous, euh, avoir de l'expérience à l'étranger, c'est aussi super intéressant pour voir comment l'industrie fonctionne ailleurs aussi. Et Oui, effectivement. j'ai quand même pu faire un stage aussi en Belgique, dans un studio belge, chez Cyborn, euh, pendant mon année de master du coup. Euh, mais effectivement, ne pas hésiter. Oui, effectivement, on le voit beaucoup. Enfin, tu l'as encore confirmé tout à l'heure. En sortant directement de l'école, on n'est pas forcément prêt. On a les techniques, mais on ne connaît pas forcément le workflow, le pipeline. On ne connaît pas forcément les autres métiers. Du coup, je vais revenir sur l'importance de ces stages, puisque en fait, en Belgique, ils sont très encadrés. Et je vais demander à Virginie, toujours de Médiarté, de nous expliquer comment ça se passe. Oui, voilà, donc chez Médiarté, on a une formule de stage média. Donc c'est un stage professionnel de minimum un mois, maximum 3 mois. Il est en gros non rémunéré, mais on a une possibilité de remboursement de frais, etc. Et donc ça doit être fait dans une des entreprises donc, de nos deux commissions paritaires. Mais il y a un peu plus de 1000 entreprises dans lesquelles vous pouvez postuler, quoi. Et donc, ce qui est vraiment important à savoir, c'est qu'il y a un cadre légal pour ce stage, une convention. Pour cela, il faut être dans certaines conditions. Donc, justement, il faut avoir moins de 26 ans, être demandeur d'emploi, donc inscrit au Forum, chez Acteris ou à la VDAB, mais ne pas recevoir encore d'allocation. Donc, être dans cette période de stage d'attente. Mais justement, comme le disait Fix, cette période un peu cruciale où on se lance, mais on n'a pas encore forcément fait toutes ses preuves, on n'a pas encore forcément un réseau hyper étendu. Et donc, c'est le moment justement où qu'on peut mettre à profit pour faire un stage qui va vous permettre de gagner des compétences supplémentaires, de faire vos preuves. Vous pouvez montrer justement à l'employeur ce dont vous êtes capable et d'étendre votre réseau, quoi, parce qu'il faut savoir que trouver un boulot, ben, c'est souvent par contact direct avec cette personne qui vous connaît ou on va pouvoir vous recommander ailleurs aussi. Et donc, ce qui est bon à savoir, c'est que presque 70% des personnes qui font un stage média sont engagées après leur stage. Donc, c'est vraiment un gros nombre de personnes engagées, que ce soit dans cette entreprise-là ou une autre, justement. Et donc, vous pouvez, pour faire un stage média, poser votre candidature via le site web de Médiarté. Il y a donc un formulaire d'inscription à remplir. Dans nos offres d'emploi, on a une page emploi, il y a des offres de stage sur notre site. Mais vous pouvez aussi faire une candidature spontanée et postuler directement chez un employeur qui vous plaît et contacter ensuite Médiarté pour faire donc cette convention qui vous protège quoi, au niveau légal. Ce qui est quand même important à savoir. Euh, voilà. Oui, c'est ça. C'est quand même un bon argument pour postuler dans un premier temps. Le fait que bon, ce soit un stage. Insistons sur le fait que c'est cadré et que donc c'est juste dans un premier temps. Mais donc le fait que ce soit un stage, mais que ce soit un stage justement encadré par Médiarté, qui respecte donc la loi, et donc la personne qui va faire le stage est protégée, mais l'employeur aussi, si je comprends bien.
Tout à fait. Bon, après, l'employeur doit fournir une assurance à son stagiaire, qui est généralement qui fait partie de son pack d'assurance du personnel, quoi. Mais donc, on est protégé donc au niveau de la légalité du stage, mais aussi au niveau de la qualité du stage, parce que voilà, il y a un consultant de médiarté qui va vous suivre tout au long du stage. En début de stage, il y aura justement une convention qui va répertorier toutes les tâches que vous pourriez être amené à faire, qui doivent vous convenir, parce que vous êtes là pour apprendre et pas pour faire un job de manda, je dirais, de petite main, mais vous êtes là vraiment pour apprendre des compétences en plus ou vraiment mettre à profit tout ce que vous avez appris pour vous entraîner, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment le contrôle de qualité du stage. Donc c'est pas un stage où on fait du café et on sort les poubelles. En tout cas, pas uniquement ça. Voilà, parce que je crois que c'est important de savoir que quand on sort des écoles, ben, on a à tout prix envie de faire un stage ou d'agrandir son réseau, etc. Et parfois, on est prêt à tout, mais il faut connaître sa valeur et savoir que on peut exiger aussi quelque chose de votre employeur de stage, quoi, qui n'a pas à vous faire faire n'importe quoi justement durant votre stage. Ok, super. Bah, merci beaucoup Virginie et De rien. à tout à l'heure. Bah, à très bientôt d'ailleurs. On va encore te poser des questions. Mhm. En parlant de questions, n'hésitez pas à poser celles que vous avez sur le chat. Manon est là pour les relayer ici. Là où j'ai fait le plus de progrès dans ma recherche de boulot. C'est de là que tout a commencé. Euh, Oui, alors évidemment, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Anima, ben, bienvenue. Euh, Évidemment, cette année, c'est un petit peu particulier, mais il faut savoir que les autres années, donc ça se passe dans la vraie vie et pas en ligne, et que donc tout au long de la semaine de Futuranima, il y a des conférences et les gens se croisent, se parlent. Il y a des moments vraiment dédiés aux professionnels. Donc, je veux dire, presque toute la profession est là au même endroit, au même moment. C'est vraiment une occasion unique de les rencontrer et de suivre des conférences et de se renseigner sur les évolutions du secteur et qui fait quoi en ce moment. Je vais juste rebondir justement sur, euh, sur LinkedIn et les réseaux sociaux en général. Donc on le verra, Mediarté propose aussi des offres d'emploi. Euh, Peut-être simplement mentionner le fait qu'il y a un nouveau réseau social qui vient de se créer, enfin qui vient de se créer il y a quelques mois, pour l'audiovisuel en Belgique. Ça ne recouvre pas que l'animation et le gaming, mais l'audiovisuel en général, le, y compris le cinéma par exemple, et la télévision, et qui s'appelle Moonday. Donc je laisse Manon vous mettre le lien pour ça dans le chat, qui reprend aussi des news, donc les productions qui vont commencer, etc., etc., ce qui vous permet effectivement d'aller postuler dans des endroits où vous savez qu'il y a quelque chose qui va commencer, qui sont probablement en train de rechercher, ce qui n'est pas toujours le cas, mais il y a plus de chances là que ailleurs. Et alors, il y a également Crew Booking, qui est aussi un peu un réseau social, entre guillemets, plus de mise en connexion de professionnels, pour que si vous avez été en stage, par exemple, dans un endroit, vous restiez en contact avec les gens de cet endroit pour éventuellement, par la suite, pouvoir développer des projets ou tout simplement leur poser la question, tiens, chez toi, est-ce qu'il y a du travail pour l'instant? mhm. Donc voilà. Euh, et donc toi, du coup, tu as trouvé finalement du travail à Anima. C'est Oui, ça? exactement. Donc j'ai vu que Anima organisait un speed dating d'entreprise et j'ai juste, c'était pas l'année passée mais l'année d'avant du coup. Euh, j'ai tenté ma chance. J'ai vu qu'il y avait une date butoir pour envoyer son portfolio et un profil. J'ai fait ça, j'ai rassemblé tout ce que je pouvais.
J'ai fait un reel avec ce que j'avais à ce moment-là et j'ai envoyé et j'ai été prise. Donc, ça veut dire que je me suis retrouvée parmi 11 autres chanceux, je pense qu'on était 12 en tout, Mhm. à pouvoir, on avait un nombre de temps imparti où on avait accès à plein de boîtes en Belgique d'animation, d'effets spéciaux, d'animation stop motion, enfin plein de studios différents. Et on avait un nombre de minutes où pouvait aller se présenter et faire sa pub à chacun et aller de table en table. Et donc, effectivement, c'est là que j'ai 3 studios qui étaient intéressés par mon profil. Et donc, après, j'ai poursuivi ces différentes pistes euh, par des entretiens en dehors de Anima, évidemment, mais c'est Anima que tout a commencé, ouais. Ok, super. Alors, je vais demander alors à Virginie de nous expliquer un petit peu le fonctionnement du site web de Mediarte par rapport justement à la recherche d'emploi, parce que c'est un petit peu le point central de toutes les offres d'emploi finalement dans le secteur. Oui, donc voilà, je l'expliquais tout à l'heure, notre mission, c'est vraiment de favoriser l'emploi dans le secteur. Et une grande partie de cette mission d'information que nous avons passe par notre site web, qui est un peu le point central de Mediarte. Donc sur notre site web, on a toute une série de dossiers, une page emploi justement, des dossiers de fond qui fouillent un peu tout ce qui est actualité du secteur, convention de travail, bourse, etc. Voilà. Et donc, la page emploi, c'est une des grosses pages emploi quand même pour le secteur. Il faut savoir que, bon, généralement, on a environ 7 ou 800 jobs qui sont publiés. Ça, c'était le cas pour 2019. Pour 2020, on a quand même vu une chute dans la publication des offres d'emploi. Donc, bien que le secteur ait continué à fonctionner, on remarque quand même qu'il y a eu un ralentissement au niveau donc, du nombre de personnes qui ont été employées. Je vous invite pour ça à consulter un article justement de fond qu'on a écrit sur une recherche qu'on a fait sur l'impact du confinement par rapport à l'emploi dans le secteur. C'est un article que vous pouvez trouver dans notre site. Et donc, ces offres d'emploi, vous pouvez chercher justement côté francophone ou néerlandophone. On a aussi certaines offres d'emploi en anglais. Donc, vous pouvez donc chercher par langue. Vous pouvez chercher par mots-clés, mais aussi par domaine d'activité. Donc, vous pouvez mettre soit post-production, animation, etc. Et par lieu d'activité. Donc, évidemment, nous, on promeut de préférence les offres d'emploi des commissions paritaires, des entreprises que nous représentons, puisque c'est un service gratuit qu'on leur offre, mais on peut aussi publier des offres d'autres entreprises qui donc paieraient pour avoir leur offre d'emploi sur notre site, quoi. Et donc, allez consulter régulièrement cette page, vous y trouvez des offres d'emploi, mais aussi de stages. Et donc, les studios d'animation l'utilisent évidemment pour recruter parmi d'autres canaux, quoi. C'est un canal intéressant, mais c'est pas le seul. Donc, je vous invite à aller sur LinkedIn. Je vous invite à justement aller regarder les pages Facebook des studios d'animation, etc., qui publient parfois des jobs sur ces pages Facebook, des réseaux d'animation aussi. Donc, c'est intéressant de voir plus large que ça, c'est une partie, la pointe de l'iceberg, quoi, je dirais, mais qui est importante à consulter. Ensuite, on a une page talent. Là, vous avez l'occasion de vous faire voir. Donc, c'est gratuit. Vous pouvez donc y mettre votre photo, c'est important de le faire, sinon vous avez un petit onglet un peu moche. Vous pouvez mettre vos coordonnées de contact, vos formations, vos expériences professionnelles, et vous pouvez ajouter un petit
paragraphe d'intro sur vous, donc le résumé de vos objectifs professionnels, quelque chose qui, sans en faire trop, fait comprendre un peu à qui on a affaire. Et ce qui est Alors, important de savoir... je t'interromps juste une demi-seconde parce qu'on a justement une question pour Médiarté. Est-ce qu'on peut avoir les services de Médiarté en tant qu'étudiante internationale? Est-ce que vous aviez des recommandations pour étudiants internationaux comme moi qui veulent rester et travailler en Belgique? Tout à fait. Donc, j'expliquerai par après qu'on a un programme d'accompagnement, mais donc on prend des personnes belges et étrangères. Ça, on ne fait aucune différence. C'est plutôt les entreprises qu'on représente qui sont dans nos commissions paritaires qui sont un peu limitées, bien que ça fasse plus de 1000 entreprises. Hein, mais par contre, au niveau des personnes qu'on soutient et accompagne, on fait aucune différence là-dessus. Hein, Mais donc, une personne étrangère mais qui habite en Belgique peut tout à fait se créer un profil sur la page de Médiarté. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, ça c'est gratuit, accessible à tout le monde. Et donc, je vous expliquerai après, vous pouvez aussi faire un bilan de compétences en ligne sur notre site et vous pouvez l'ajouter à votre... voilà, le scan de compétences. Ça, c'est un nouvel outil qu'on a qui est aussi accessible et gratuit pour tout le monde, qui vient d'être lancé à l'automne 2020 côté néerlandophone, mais qui maintenant qui va être lancé côté francophone ici fin février ou en mars. Et donc là, vous devez d'abord vous créer un profil sur notre site. Et ensuite, vous pouvez choisir une ou deux ou plusieurs fonctions que vous visez. Et ensuite, vous faites un bilan par rapport aux fonctions requises pour cette fonction. Quel est votre degré de maîtrise de ces compétences? Et donc, comme cette analyse est complètement intégrée dans notre site web, sur base des résultats de votre scan de compétences, le site vous proposera des formations et des jobs adaptés à votre profil. Et donc, vous pouvez partager cette analyse de compétences sur votre profil qu'on a vu donc dans la page talent. Comme ça, voilà, l'employeur voit de façon un peu plus précise quel est votre degré de maîtrise des compétences pour telle ou telle fonction. Donc, pour ce bilan de compétences, on a utilisé des descriptions sectorielles des jobs comme base, donc pour attribuer des compétences à chaque fonction. Et donc, on a utilisé pour ça des bases de données de fonctions, que ce soit au côté néerlandophone, de la Commission européenne, mais aussi internationale. Donc, comme par exemple Screen Skills, qui est un peu le pendant de Médiarté, mais côté UK, Angleterre, ils ont déjà des bases de données hyper précises, quoi. Donc, voilà comment on a procédé. Et donc, si tu reviens un petit peu avant, au niveau des... Voilà, encore avant, je pense. Ah non, c'est pas ici, je le montrerai après. Mais donc, bref, là, à l'intérieur de cette page talent, on peut voir vos compétences. Et donc aussi sur le site, juste la slide avant, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on a un annuaire des entreprises. Donc de nos entreprises, donc les entreprises qu'on représente. Et là, encore une fois, vous pouvez faire une recherche par mots-clés, par domaine d'activité, par lieu et par langue. Donc voilà, ça va aussi bien des petits studios d'animation, de boîtes de prod que des plus grosses boîtes. Voilà, on a tout là-dedans. Et du coup, si même comme ça, on a un petit peu du mal à trouver, vous avez aussi un programme d'accompagnement qui s'appelle Médiartiste. Est-ce qu'on peut rapidement expliquer en quoi ça consiste? Sachant que, je le répète encore une fois à ceux que ça intéresserait, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez en tout cas pas à contacter Médiarté, Amplo ou la SACD si ça va un petit peu vite ici, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Ouais, ok. Oui, donc je vais faire ça assez brièvement, mais donc pour que vous reteniez en 2 lignes, si vous galérez un peu donc, dans votre recherche d'emploi, on a cet accompagnement Médiartiste
qui est donc qui a été lancé à la demande de Actiris, qui est un programme artiste. Donc, ils ont délégué l'accompagnement des artistes, entre guillemets, à des organismes tiers comme nous, ou l'ASBL pour l'art contemporain, les arts de la scène, etc., ou le MAD pour la mode et le design, parce que donc ils ont remarqué que voilà, il y avait vraiment des spécificités au secteur artistique, au secteur audiovisuel, et des choses qu'ils maîtrisaient peut-être pas entièrement, et donc ils ont préféré déléguer ça à des organismes tiers. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller prendre conscience de ce potentiel, de son potentiel, de se donner des objectifs et surtout de travailler à son branding et son networking, quoi. Et l'idée, c'est de sortir de l'isolement, justement, de se faire du mouron tout seul dans sa chambre et de déjà se mettre en connexion avec des pairs, en gros. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller commencer à faire des liens avec ses pairs, puisqu'il y a d'autres participants qui sont dans le même cas que vous. Et du coup, ça va créer un espèce d'engouement, d'un encouragement. Et aussi d'aller faire des liens avec le secteur, puisque, bon, régulièrement, nos sessions, ça fonctionne beaucoup par workshop collectif et parfois de l'accompagnement individuel, mais surtout par workshop collectif, où on invite des pros du secteur à venir présenter leur boîte, comment ils recrutent, etc. Ou alors inviter des professionnels qui expliquent comment ils ont fait pour développer leur carrière. Voilà. Et donc, d'aller créer vraiment une connexion avec le marché du travail et une connexion avec vous, justement, parce que le premier chapitre, en gros, de cet accompagnement qu'on appelle développement de carrière, on l'appelle justement setting the stage, c'est vraiment poser les bases, quoi, et vraiment un peu mieux vous connaître vous. Donc, de quoi j'ai envie, de quoi je suis capable, et donc de ne pas. Donc, parce que ce bilan de compétences, c'est une petite case, une fonction, et vous allez voir comment vous rentrez dans cette petite case. Mais je crois que c'est important quand on cherche du travail d'aller connaître vos richesses, ce qui est différent chez vous. Et donc, plutôt que d'essayer d'aller s'adapter à des choses toutes formatées, d'aller voir ce qui vous différencie et d'essayer d'en faire des richesses et de voir comment vous pouvez au mieux en parler, l'utiliser pour votre branding, justement. Et donc voilà, ça c'est le développement de carrière, mais il y a aussi tout le côté branding, se créer un réseau, travailler à sa présence en ligne, même si on n'aime pas beaucoup ça, c'est un petit peu un must de nos jours. Et tout ce qui est networking, comme l'a dit Fix auparavant, c'est fréquenter les festivals, simplement savoir comment je vais à un festival, comment je vais parler de moi, qu'est-ce que je vais raconter, est-ce que je saute sur un producteur que j'ai repéré pour aller lui déblatérer mon pitch, ou comment est-ce que j'entame la conversation. Voilà, c'est des choses assez banales, mais qui sont importantes à savoir. Et donc, tout ce qui est paperwork, voilà, j'en parlerai après, c'est toutes les conditions de travail, etc., qui sont importantes à connaître. Oui, effectivement. Et comme tu le disais, c'est important de savoir comment aborder un studio, parce que les studios, et particulièrement en période de festival, sont sursollicités et ne peuvent pas décemment prendre le temps, même juste 5 minutes. Le fameux « vous auriez 5 minutes à me consacrer ». Oui, mais peut-être pas 200 fois sur les 5 jours où ils sont là. Donc effectivement, c'est important de connaître un petit peu les canaux, etc. Quelles sont les conditions, en fait, pour pouvoir suivre cet accompagnement? Pour l'accompagnement Mediartis, il faut être domicilié à Bruxelles et être inscrit chez Actiris. Pour l'instant, on n'a pas encore le pendant côté flamand et wallon, mais on essaie d'y travailler. Et souvent, on essaie de quand même laisser l'ouverture à quelques personnes des autres régions, de pouvoir de leur laisser quelques places au workshop. Et en tout cas, pour l'instant, tout est en digital. Donc, de ce côté-là, c'est assez facile. Ça crée plus de possibilités de participants.
Parce qu'on a deux types, en gros, de sessions. Des sessions vraiment plus d'information, où là, on a beaucoup de monde qu'on peut accueillir, et des sessions plus de retour, hein, de feedback, etc., sur leur branding, sur leur positionnement, où là, c'est en plus petit groupe, quoi. Donc, voilà, Ok, c'est entièrement gratuit. merci. Et donc, au-delà de ça, il y a évidemment le fait de s'informer en continu avec tout le contenu que vous proposez en 2 mots. Oui, donc comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est les articles qui se retrouvent sur notre site, mais pas seulement des articles, des interviews, des vidéos, des tutos, et notre guide du débutant aussi qui va de nouveau sortir au printemps. Donc vous pouvez faire la demande sur le site pour recevoir le guide chez vous, ou vous pouvez aussi le consulter en ligne. Voilà. Ok. Petite question rapide d'un de nos viewers. Y a-t-il des compositeurs aussi inscrits chez Mediarte? Est-ce qu'il y a une section dédiée? On a donc pas mal de gens du son, de la composition. Effectivement, du moment que c'est la composition pour des films, etc. On n'accueille pas les compositeurs qui donc faire la musique pour des concerts et l'activité principale. Ce sera faire de la musique pour des bandes sonores ou des jingles, etc. Donc, par exemple, on va avoir bientôt un, un talk avec une personne de Sunhouse, qui est donc un studio de design sonore. Et voilà, ça, ce genre de choses, oui. Donc c'est vraiment réservé aux compositeurs de musique à l'image. Ouais, c'est ça, voilà. Ok, super, merci Virginie. De rien. C'était très complet, beaucoup d'informations et n'hésitez pas à retourner sur le site de Mediarte, mediarte.be, pour approfondir tout ça et à contacter Mediarte, ils sont Bien sûr, super ouais. sympas Voilà. et très dispo. Donc on va évidemment passer à la suite. Finalement, voilà, vous avez cherché du travail, vous avez fini par trouver du travail. C'est parfait. La question qui se pose souvent dans le secteur de l'audiovisuel en général et de l'animation en particulier, c'est finalement sous quel statut vais-je travailler? Parce que on peut être engagé, mais c'est relativement rare. On peut aussi vous demander d'être freelance ou indépendant. Sarah, toi, de ton côté, comment ça s'est passé? Donc moi, j'ai eu quelques expériences avant de travailler chez The Fridge en freelance pour des très petits jobs, mais qui étaient quand même des jobs. Mais j'ai donc fait mon stage, j'ai été prise pour un stage chez The Fridge pendant un stage rémunéré via la VDAB pendant 6 mois. Et après, j'ai été prise en tant que salariée sous un CDI chez The Fridge. Le plan de rêve, en fait. Oui, et juste au début de la pandémie en plus. Le timing parfait. Que demander de mieux? Donc voilà, donc moi c'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Et parmi tes collègues, parce qu'il y a des studios qui travaillent principalement avec des salariés qu'ils engagent eux-mêmes, des studios qui travaillent principalement avec des freelances ou des indépendants, d'autres qui font un peu des deux en fonction des projets, forcément, puisqu'on peut avoir dans un studio un projet où on est 100 personnes, mais le projet suivant, on n'a besoin que de 10 personnes. Donc évidemment, les studios ne peuvent pas juste engager en CDI 100 personnes sans avoir du travail à leur donner après. Donc chez The Fridge, comment ça se passe? Un peu des deux? Chez The Fridge, c'est un peu des deux, oui. On est une relativement petite équipe. Allez, l'équipe à laquelle je travaille, on est une douzaine, une quinzaine de personnes max, avec des freelanceurs qui viennent pour certaines parties spécifiques du projet ou des projets. On a besoin de quelqu'un qui a un skill qu'on n'a pas dans l'équipe ou qu'on a besoin pour une période définie. Donc, on va faire appel à des gens spécifiques à ce moment-là pour ça. Ouais.
Et alors, toi, tu travailles au niveau de la recherche artistique, justement. Et on a une question. Comment The Fridge fonctionne au niveau musique? Est-ce qu'il y a un ou une responsable musique chez eux? Ou alors ils font systématiquement appel à des freelances ou des autres sociétés? Donc ici, on n'a personne qui est full-time qui a ce rôle en full-time chez The Fridge. Mais en général, les projets sur lesquels moi je travaille en tout cas sont des projets qu'on fait en collaboration avec un réalisateur qui a une idée pour un projet, pour un jeu, pour une expérience interactive. Et en général, eux viennent avec un compositeur ou on trouve quelqu'un en freelance qui fait de la musique. Mais c'est en général, ça se fait séparément, je vais dire. Oui, c'est ça. Au niveau du workflow, Ouais, ce n'est pas forcément intégré c'est chez The ça. Fridge, quoi. Ok, merci. Eh bien, on va rapidement revenir à Virginie, puisque décidément, Mediarte est la source de la plupart des informations aujourd'hui. Donc, Virginie, sur le site de Mediarte, on retrouve aussi tout ce qui est conditions de travail, puisque c'est important. Une question vraiment, vraiment récurrente dans cet événement Student Day à Anima, c'est OK, j'ai fini mes études, mais je ne sais pas ce qui est acceptable ou pas. Mhm. En fait, il y a des barèmes. Il existe des minima salariaux. Il existe un nombre d'heures de travail maximum dans le Mhm. secteur. Et tout ça est repris chez Mediarte. Oui, voilà, il faut savoir qu'en fait, tout ça est repris dans des conditions collectives de travail. Pour faire court et pas vous bassiner donc de jargon juridique, une convention collective de travail, une CCT, c'est un accord conclu entre patrons et syndicats, justement, qui règle les droits et les devoirs de chacun, donc des employés et des employeurs. Il y en a qui sont cross-sectoriels, tous secteurs confondus, mais il y en a qui sont sectoriels, justement, qui adaptés au secteur, pour lesquels elles s'appliquent, quoi. Et elles ont statut juridique, donc ça veut dire que, ben voilà, il y a une obligation pour l'employeur de s'y plier. Donc dans le secteur donc, audiovisuel, il y a certaines conventions CCT qui sont différentes du secteur film. Et donc, dans notre site, vous pourrez retrouver des conditions de travail, par exemple des barèmes, etc., pour l'audiovisuel et des barèmes différents pour le film. Pour faire court, donc, il y a déjà une CCT qui a fixé les stages médias. C'est pour ça qu'il y a des conditions particulières que je vous ai expliquées tout à l'heure, donc de non-rémunération, d'être en stage d'attente, etc., etc. Voilà, tout ça a été une négociation entre syndicats et employeurs. Il y a aussi une CCT, une convention collective de travail, qui fixe les fonctions de référence. Et donc, du coup, sur notre site, vous pourrez retrouver l'ABC des fonctions dans le film, dans l'audiovisuel et dans l'animation. Mais plus intéressant, ce qui peut sans doute vous intéresser, c'est qu'il y a une CCT qui fixe les barèmes. Donc, c'est-à-dire les salaires minimums liés à une catégorie de fonction et un certain nombre d'années d'ancienneté. Il y a 10 catégories de fonctions dans le film. La catégorie 1, tout en bas, c'est le secrétaire ou la secrétaire ou assistante de production. Vous montez d'un grade, il y a les machinaux, etc. Catégorie 3, les scripts, assistants, animateurs, etc. Mhm. Et plus on monte, donc plus on monte en responsabilité, plus les barèmes montent, justement. La catégorie 10, tout en haut, c'est le réalisateur d'animation, le chef animateur, le chef des corps d'animation, etc. Et donc, pour chacun, vous avez un barème et vous pouvez aller retrouver donc, sur notre site sous ces barèmes, mais aussi l'indexation des salaires. Les salaires sont indexés tous les X temps, Mhm. vous retrouvez les indexations. Et aussi les régimes de travail, très intéressants pour vous. Donc, les heures max de travail qu'on peut vous demander par semaine, par jour. Voilà, il y a une certaine flexibilité dans le secteur parce que, comme je vous dis, les conditions de travail sont négociées par rapport à la réalité d'un secteur. Donc, interdire les heures supplémentaires
ce serait un peu compliqué dans ce secteur, mais justement, il y a vraiment des jeux, vous ne pouvez pas dépasser 3 heures par jour, 15 heures par semaine au maximum, etc., etc. Voilà, vous pouvez retrouver sur le site et si vous avez des questions, des doutes, vous vous adressez à nous directement, que ce soit par téléphone ou par mail. Et aussi, on est un point de contact en cas d'irrégularité. Donc, si ça ne se passe pas bien, voilà, ce n'est pas des choses auxquelles on a envie de penser quand votre stage, je pense, mais ça peut arriver. Une irrégularité avec votre employeur, vous pouvez nous contacter. Voilà. Ok, merci Virginie. Du coup, on travaille, on se demande quel genre de contrat on peut avoir. C'est peut-être l'occasion de brosser ça de manière assez rapide, mais simplement pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui auraient le choix, pour savoir un petit peu à quoi s'en tenir. Comme je vous l'ai dit au départ de cette conférence, moi je travaille pour Amplo. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. En fait, Amplo est notamment un bureau social pour les artistes. C'est en fait le premier partenaire RH dans l'audiovisuel et dans l'animation en particulier en Belgique. Et donc, on a des agences un petit peu partout et on travaille avec un peu plus de 8000 freelance et autant de donneurs d'ordre. Manon est en train de vous mettre le lien dans le chat. On travaille avec le secteur créatif en général, c'est-à-dire autant l'audiovisuel que le cinéma, c'est-à-dire autant la télé que les longs métrages, l'animation, les cours, etc. Mais aussi le gaming, par exemple. On travaille également avec les arts de la scène, l'événementiel, etc. Et avec les créatifs et les créateurs en général, c'est-à-dire également éventuellement les graphistes, les influenceurs, influenceuses, les content creators, etc. etc. Bref, pour travailler en Belgique, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a que 3 statuts. Salarié, et vous dépendez de l'ONSS, indépendant, et vous dépendez de l'INASTI au niveau des cotisations sociales, ou fonctionnaires qui ont une sécurité sociale à part. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de statut spécifique pour les artistes et pour les intermittents. Par intermittent, on entend évidemment les gens qui ont parfois du travail, parfois pas. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne font rien, c'est juste que la nature de leur travail est intermittente. C'est le cas notamment pour tous les animateurs, animatrices qui travaillent au projet, évidemment, puisque entre deux projets, il y a souvent un petit gap. Alors, le statut de salarié, c'est en fait le statut le plus adapté au travail intermittent. Pourquoi? Parce que financièrement, d'abord, il est plus adapté. Parce qu'entre les prestations, on peut éventuellement bénéficier du chômage et on ne paye des cotisations sociales que quand on travaille. Dans la pratique, ça veut dire qu'on a un contrat de travail, ça veut dire qu'on doit en gros presque rien gérer. On bénéficie d'une protection sociale complète, le chômage, la pension, etc., etc., l'accès à une mutuelle pour salariés. La fiscalité, c'est très simple et ça le devient de plus en plus puisque maintenant, pour faire sa déclaration d'impôt, en gros, on va sur le site du SPF Finance, on regarde si ce qu'ils ont pré-rempli, puisqu'ils ont toutes les informations déjà, est bien correct. Si pas, on modifie l'un ou l'autre truc et puis c'est réglé en fait. Et alors, il y a évidemment une TVA qui est adaptée, même si on n'est pas indépendant, ça reste adapté. Pour être salarié, vous pouvez être soit engagé en direct, hein, comme Sarah l'a expliqué, puisque c'est son cas. À ce moment-là, la boîte a recours à un secrétariat social pour s'occuper de la paperasse. L'administration est un petit peu plus lourde pour le donneur d'ordre, raison pour laquelle il y a beaucoup de donneurs d'ordre quand il s'agit de contrats très courts qui n'engagent pas en direct, tout simplement parce que ça leur prendrait autant de temps de faire la paperasse que le temps que vous allez effectivement travailler. Évidemment, là, à ce moment-là, c'est votre studio qui vous engage, qui a la responsabilité finale en ce qui vous concerne. Et évidemment, c'est rare pour certains métiers très courts, comme les musiciens, ou pour des personnes qu'on va engager pour 2-3 jours, par exemple. La deuxième possibilité, c'est d'être engagé via un BSA, tel que Amplo, Tento, Merveille, il y en a quelques-uns. Un BSA, c'est quoi? C'est un bureau social pour artistes. C'est effectivement le plus simple parce que ça permet en fait
à l'employeur de dire, j'ai besoin d'engager telle personne pour 3 heures, mettons. J'ai tel budget, vous lui faites un contrat de travail, etc., etc. Évidemment, tout ça est négocié en amont avec vous, puisqu'on ne peut pas vous imposer de travailler pour un salaire qui n'aurait pas été OK pour vous. Pour vous, c'est plus simple aussi, parce que ça veut dire que ça vous permet éventuellement de dire au BSA, moi je vais travailler pour telle société, tel jour, de tel jour à tel jour, pour tel montant, merci de me faire un contrat et de facturer pour cette société. Ça permet en gros de facturer des prestations sans devoir être indépendante ou indépendant. C'est évidemment plus sécurisant pour vous aussi par rapport au statut d'indépendante, puisque à ce moment-là, vous avez effectivement un BSA qui gère toute l'administration, mais aussi et surtout qui vérifie que tout est bien respecté, y compris les barèmes, etc., des deux côtés. Donc vous avez un petit peu un arbitre neutre entre vous et votre donneur d'ordre. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de devenir indépendante ou indépendant. Il y a quelques conditions. Alors, normalement, en tant qu'artiste, vous devez d'abord passer par la commission artiste pour avoir l'autorisation de devenir indépendant. Ça, c'est une obligation qui n'existe que dans les textes de la commission artiste. Donc, vous pouvez tout à fait le faire sans passer par eux. Ceci dit, c'est intéressant parce que cette commission est composée notamment de professionnels du secteur qui pourront facilement vous dire c'est trop tôt ou bien oui, allez-y, vous pouvez tout à fait le faire, même si ça n'est pas contraignant. Par contre, une obligation, c'est que vous devez avoir un diplôme de gestion, sauf si vous êtes diplômé des études supérieures. Ne me demandez pas pourquoi le législateur considère que parce qu'on a fait des études supérieures, on est soudain compétent en gestion, mais c'est le cas. Mais n'hésitez pas à vous former là-dedans aussi, c'est important. Et alors, bien sûr, il y a la condition de tenir une comptabilité et de gérer tout ce qui est votre TVA, etc. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous devez aussi payer une ou un comptable. L'avantage de ça, c'est évidemment la réactivité, puisque vous ne devez pas demander à quelqu'un d'autre de vous faire des contrats, demander à quelqu'un d'autre de facturer vos prestations, etc. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, si vous voulez, et pour les montants que vous voulez aussi d'ailleurs. Il y a une possibilité d'exemption de la TVA si vous êtes artiste exécutant, et vous avez évidemment une possibilité beaucoup plus grande d'amortir votre matériel, une voiture éventuellement, un studio à vous, un bureau à part, un coworking, pourquoi pas. Donc ça présente quand même pas mal d'avantages en termes de flexibilité. Par contre, en termes d'inconvénients, il faut savoir qu'en tant qu'indépendant ou indépendante, vous n'avez pas droit au chômage entre vos prestations. Alors si vous êtes exempté de TVA, ça veut dire que vous ne récupérez pas non plus la TVA sur l'éventuel matériel que vous achetez. Autre inconvénient, et non des moindres, c'est que vous payez une sécurité sociale forfaitaire. C'est-à-dire que vous ayez du travail ou que vous n'en ayez pas, votre sécurité sociale, vous devez la payer quand même. Donc c'est assez casse-gueule, si je peux utiliser un gros mot, surtout dans un secteur où finalement on n'est jamais sûr qu'il y aura du travail tout le temps. La comptabilité est assez lourde si vous voulez bien la faire, et si vous ne voulez pas la faire, ça veut dire que vous devez payer une ou un comptable, et ça, pareil, vous devez le payer, que vous ayez du travail ou pas. Et dernier inconvénient, c'est que c'est à vous à courir derrière vos paiements. Si vous êtes engagé en direct, il y a une législation sur l'ultime jour auquel vous pouvez être payé. Je ne sais plus si c'est le 6 ou le 7 du mois qui suit votre mois de travail. Si vous travaillez avec un BSA, le BSA vous paye et envoie seulement la facture après. Si vous êtes indépendante ou indépendant, c'est à vous à courir après les clients, et s'ils ne vous payent pas, ben, c'est à vous débrouiller. Last but not least, l'article 1er bis qui permet aux artistes créateurs en fait, de payer des cotisations sociales sans forcément devoir être sous contrat de travail lorsqu'il n'y a pas de lien de subordination, c'est-à-dire pour des œuvres de commande principalement. Mais ça demande un visa artiste qu'il faut demander à la commission artiste. Je passe très très vite sur tout ça, je suis bien conscient que c'est énormément d'informations, mais vous pouvez toujours demander un PDF de cette présentation par la suite si vous le souhaitez. Et 2, vous pouvez toujours contacter Amplo si vous avez des questions. Manon a mis l'adresse de notre site web dans le chat. Et Fix, il va y avoir... Oui, Virginie. Vous allez faire bientôt, non, justement, des sessions sur le
Visa Artist, si je me trompe, Amplo Alors, on a des sessions très très régulièrement et Manon peut vous mettre tout ça dans le chat justement, puisque c'est justement elle qui les organise pour nous. Donc elle a toutes les dates, etc. On a des sessions sur l'article 1er bis, sur comment travailler et facturer ses prestations, etc., etc. Donc il y a pas mal de webinaires que vous pouvez suivre de votre salon et même en pyjama si vous voulez parce qu'on ne vous voit pas. Et donc effectivement, il y a des sessions d'infos un petit peu tout le temps. Donc n'hésitez pas à les suivre ou à contacter directement Anima. Je reviens rapidement à Sarah pour ce qui est de la gestion des droits. Est-ce que toi, c'est une question que tu t'es posée rapidement ou bien tout était réglé pour toi par les studios? Tout a été réglé par les studios. C'est un des trucs sur lesquels je me suis pas penchée énormément, pour être honnête, parce que j'y ai pas pensé, parce que je m'en rendais pas compte. Donc je suis contente qu'on va justement en apprendre plus. Ah ben voilà, tout le monde apprend quelque chose aujourd'hui, c'est merveilleux, c'est l'école des fans. Alors, pour traiter de ce sujet, qui d'autre que la SACD qui justement gère tout ça et Gabriela Marchese qui va justement nous expliquer ça en long, en large et en travers pour que vous soyez au courant justement de ce à quoi vous avez droit en termes de droit et plus spécifiquement de ce à quoi vous devez faire attention évidemment. Gabriela, je te laisse expliquer ce sujet pour le moins épineux. Bonjour à tous. Voilà, donc effectivement, nous, à la SACD, à la SCAM, on va s'occuper de tout ce qui est, tout ce qui sont les droits en fait qui sont relatifs à l'exploitation de vos œuvres. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une œuvre qui existe et il faut que cette œuvre soit exploitée, c'est-à-dire en l'occurrence, si on parle ici d'animation, qu'elle soit diffusée. Il faut que vous soyez considéré évidemment comme l'auteur de l'œuvre. Il y a quelques petites notions du coup de base que je vais un petit peu vous expliquer en amont, puisque nous, on arrive, comme je disais, dans un deuxième temps, là où l'œuvre est terminée. Mais pour des petites notions de départ, il y a des questions, des notions relatives au droit d'auteur, comme par exemple, qu'est-ce qu'une œuvre originale? Alors, l'œuvre originale d'un auteur, c'est une création qui est marquée par la personnalité de cet auteur. Voilà, c'est là que l'auteur a mis son empreinte personnelle. C'est important parce que je vais y revenir d'ici peu pour vous expliquer ce que c'est qu'un dépôt. À partir du moment où vous êtes l'auteur d'une œuvre qui existe et qui peut potentiellement être diffusée, eh bien, on vous conseille de protéger cette œuvre-là. Alors, ce que vous pouvez protéger, comme je disais, je vais l'expliquer plus précisément, mais c'est important de comprendre que vous ne pouvez pas protéger une idée. Ce que vous protégez, c'est la mise en forme d'une idée, c'est-à-dire une œuvre qui a déjà des caractéristiques en termes de narration, en termes d'ambiance, etc. Donc, c'est vraiment la mise en forme d'une idée qui peut être protégée. Je vais vous expliquer comment faire dans un instant. Rapidement aussi, des notions de base en droit d'auteur. Il y a pour une œuvre ce qu'on appelle le droit moral et le droit patrimonial. C'est quoi la différence en quelques mots? Le droit moral, c'est le fait que votre œuvre, disons que le droit moral protège votre œuvre pour tout ce qui est intérêt non économique. C'est-à-dire qu'il y a certaines prérogatives qui sont liées à ce droit. Le droit de divulgation, c'est l'auteur qui peut décider s'il veut divulguer son œuvre ou pas. Le droit de paternité ou de maternité, évidemment. C'est-à-dire que l'auteur peut apposer son nom à l'œuvre, il peut décider que ce soit anonyme, il peut décider d'utiliser un pseudo. Ça, ce sont des droits qui sont liés au droit moral. Il y a aussi le respect de l'intégrité de l'œuvre. Donc ça, c'est aussi l'auteur qui décide si voilà, il peut s'opposer à des modifications qui seraient faites à son œuvre. Donc ça, ce sont vraiment toutes des notions du droit moral. Qui est donc un droit perpétuel, imprescriptible et inaliénable. Donc voilà, c'est un droit qu'il maintient voilà, ad vitam. À côté de ça, il y a le droit patrimonial qui est plus lié au fait d'une rémunération qui est accordée à l'auteur consécutivement à l'exploitation de son œuvre. Donc on parle d'autre chose, on parle vraiment de ces droits qui sont à ce moment-là limités dans le temps, circonscrits généralement
dans le cadre d'un contrat, où on cède ses droits sur l'exploitation de son œuvre à un tiers, par exemple, sur une durée limitée, sur un territoire limité, etc. Ça concerne évidemment les droits de représentation, des droits de reproduction, des droits d'adaptation, de traduction, etc. Donc, il y a vraiment ces deux types de droits qu'il faut vraiment bien voilà, expliquer et avoir en tête dans un premier temps. Alors, pour rentrer directement dans le concret, ce qui est important aussi pour les jeunes auteurs à savoir, c'est, voilà, vous voulez vous lancer dans la création d'une œuvre, vous commencez à écrire votre œuvre, hein, quelque forme que ce soit. En l'occurrence, on parle ici peut-être d'un scénario. Si vous travaillez avec d'autres auteurs sur l'écriture d'une œuvre, c'est très important, très en amont du travail, de fixer le cadre de cette collaboration d'écriture avec d'autres auteurs avec qui vous écrivez. Déjà, ça va vous donner un cadre de travail pour organiser ce travail. Ça va professionnaliser aussi votre démarche, hein, parce que vous êtes, à partir du moment où vous sortez d'une école, vous êtes professionnel, vous êtes censé être professionnel. Ça va professionnaliser effectivement votre travail, ça va marquer un peu des jalons. Ce contrat, vous le rédigez avant de commencer l'écriture, tout simplement, à partir du moment où vous décidez d'écrire à plusieurs. Ça va notamment voilà, vous permettre d'établir un calendrier de travail, vous donner des échéances à vous-même. C'est important parce que c'est quelque chose d'écrit, donc on a tendance à s'y tenir. Ça peut déjà déterminer la contribution de chaque auteur à l'œuvre, puisqu'à un moment donné, la question va se poser. À partir du moment où l'œuvre va être diffusée, qu'il va y avoir des droits qui vont vous arriver pour la diffusion de cette œuvre, il va falloir déterminer la contribution de chacun en termes de pourcentage, par exemple. Donc, ça, c'est déjà important de le mettre là. Après, au fur et à mesure de la collaboration d'écriture, vous pouvez bien entendu faire ce qu'on appelle des avenants, c'est-à-dire des petites modifications au contrat de base qui s'adaptent à la situation, si l'un ou l'autre des contributeurs se détache ou fait plus que l'autre, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être modifiées au fur et à mesure dans le cadre de ce contrat de collaboration. Alors, j'en parlais juste avant dans le cadre de l'originalité de l'œuvre, le dépôt. Donc, vous avez une œuvre, soit vous avez un projet, vous avez un traitement, un synopsis, pas quelque chose d'assez déjà concret. Nous, on conseille évidemment, dès que possible, de faire un dépôt. Quand je disais qu'il fallait que ce soit quand même un peu concret, donc c'est dans le cadre, évidemment, où vous avez une idée qui est mise en forme, avec des caractéristiques très originales, très particulières, très personnelles, qui vous sont propres. Donc, ça sert à quoi de protéger une œuvre? C'est-à-dire de mettre une date d'antériorité sur la paternité ou la maternité de votre œuvre, pour la protéger contre un éventuel plagiat. Au moment où vous déposez ce projet, qu'il soit en cours ou terminé, c'est le moment où vous êtes le seul ou la seule à savoir que vous êtes l'auteur-autrice de cette œuvre. Et donc, c'est vraiment dater et avoir un élément de preuve à ressortir en cas de plagiat. Si vous avez un projet, vous le déposez, vous l'envoyez à, par exemple, des financeurs, des producteurs, etc., qui vont s'intéresser à votre projet, ils vont peut-être vous dire non, moi ça m'intéresse pas, et derrière, ils vont en fait exploiter votre idée, la mise en forme de votre idée. Bon, ça évidemment, on ne peut pas l'empêcher. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire le dépôt en amont qui vous permet d'avoir un élément de preuve en cas de plagiat à évidemment présenter devant éventuellement un juge pour prouver qu'il y a eu plagiat. Donc ça vous protège avant qu'il y ait un contrat. Une fois qu'il y a un contrat, il y a quand même une trace que vous êtes l'auteur de l'œuvre, vous êtes crédité sous ce contrat, il y a un générique sur l'œuvre, par exemple, du court-métrage ou du long-métrage de l'œuvre. Là, ce sont tous des preuves que vous êtes l'auteur. Mais au moment où vous cherchez des financements, et voilà, c'est un peu le seul moyen pour vous prévaloir de ce droit-là et de cette possibilité de prouver que c'est vous l'auteur ou l'autrice. Alors oui, si on peut juste revenir avant, voilà, donc c'est vraiment à divulguer avant l'envoi de votre texte ou de votre projet, qui que ce soit un financeur ou que ce soit votre cousin ou autre, parce que votre cousin connaît peut-être quelqu'un et donc bien intentionné, il va l'envoyer à un tiers, etc. Et puis votre projet est parti. Donc c'est bien de protéger ça avant que vous envoyiez votre projet à qui que ce soit. Comment ça marche? C'est simplement, vous faites un dépôt, soit physique ici à la Maison des auteurs, ou bien sur les plateformes. Je vous renvoie vers les liens qui se trouvent sur
sur le slide ici, des dépôts en ligne sur des plateformes qui sont existantes, tant pour la SACD que pour la SCAM. Ce sont des dépôts, vous déposez vraiment le contenu de votre œuvre. Petite précision, effectivement, le dépôt ne constitue pas une adhésion à la SACD ni à la SCAM et ça ne donne pas lieu à la perception de droit. Ce sont bien deux choses différentes. Le dépôt, c'est quelque chose que vous faites en amont et qui est indépendant d'une adhésion. L'adhésion à une société de gestion de droit est donc liée au fait que votre œuvre soit exploitée. Et donc, à ce moment-là, il faut faire une démarche d'adhésion pour aller percevoir vos droits, c'est autre chose. Alors, le contrat de production, effectivement, c'est un élément important. C'est à ce moment-là, quand vous signez un contrat de production avec un producteur, c'est là qu'en tant qu'auteur, vous cédez les droits d'exploitation de votre œuvre. Évidemment, ce contrat, il aura un certain nombre de conditions. Vous cédez toujours vos droits, théoriquement, pour un certain territoire, pour une certaine durée. Voilà, cette cession doit quand même être circonscrite dans un cadre très précis. Alors, c'est là que nous, on peut intervenir pour vous, puisque à la SACD et à la SCAM, on a un service juridique qui peut vous permettre, vous donner des conseils juridiques pour éventuellement signer votre contrat et qui peut relire les contrats qu'on vous propose et qui vous accompagne, qui vous explique l'une ou l'autre clause que vous ne comprendriez pas et qui, justement, peuvent superviser tout ça et vous dire si le contrat qu'on vous propose est dans la norme, les règles de ce qui est généralement fait dans la pratique du métier, on va dire. Donc, vous pourrez trouver sur notre site des modèles de contrat. Ça va déjà vous donner une bonne indication sur ce que doit contenir un contrat. Et ça, sur site sacd.be, scam.be, dans la rubrique Centre de ressources, il y a une mine d'informations, et notamment donc sur des exemples de modèles de contrat. N'hésitez pas à aller y voir, jeter un œil pour voir ce que doit contenir un contrat. Il contient notamment, petite précision, une clause relative à la SACD et à la SCAM qui vont nous permettre, nous, dans le temps où votre œuvre sera exploitée, de pouvoir percevoir vos droits. Donc, c'est important que cette clause s'y trouve. Allez vérifier sur les contrats. Petite note, effectivement, on parle souvent de copyright et de droit d'auteur. Copyright, on parle souvent de ça. C'est plutôt dans les pays anglo-saxons. C'est vraiment des choses c'est deux choses différentes. On ne gère pas le droit d'auteur de la même façon chez nos amis américains notamment, puisqu'ils fonctionnent plus sur un copyright, c'est l'idée de céder ses droits et d'avoir un forfait, une somme globale pour ça, et puis ils cèdent leurs droits et c'est tout. On va dire que ça s'arrête à ça. En Europe, il y a une autre pratique. Oui. Est-ce que ça a une quelconque valeur si un ou une artiste belge, mettons, met le petit C dans un rond sur une de ses œuvres? Disons que une valeur, oui, c'est-à-dire que c'est une manière de prouver que vous êtes l'auteur, mais encore une fois, il faut se ménager d'autres garde-fous pour permettre de prouver que c'est vous l'auteur. Il faut quand même qu'il y ait un contrat, etc. Ça, c'est le petit C, c'est plus à titre indicatif, mais je ne suis pas sûre que c'est les valeurs juridiques. Moi, je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Nos juristes pourront tout à fait répondre à ce genre de questions, mais il ne suffit pas d'apposer quelque chose, il faut quand même qu'il y ait des éléments de preuve, puisque en cas de plagiat, ça va quand même devant un juge et ça restera la décision du juge, donc il faut qu'il y ait des éléments qui puissent justifier et prouver que c'est bien vous l'auteur, l'autrice de l'œuvre. Voilà. Alors, au niveau de la perception des droits, donc c'est là que nous, on va évidemment intervenir en tant que vraiment activité principale de nos sociétés. Une fois que votre œuvre, mettons que vous avez un contrat de production, votre œuvre, elle existe et elle va être diffusée. Donc, si on prend l'exemple d'un court-métrage, d'un long-métrage d'animation, ici en l'occurrence, ce qui vous concerne, elle est diffusée soit sur une chaîne de télévision, soit sur une plateforme de diffusion, VOD, etc. À la SACD et à la SCAM, on a des accords avec énormément de chaînes de télé, énormément d'opérateurs, énormément de pays, donc c'est vraiment des sociétés internationales. On a des accords avec un peu plein d'opérateurs partout dans le monde. Et donc, si votre œuvre est diffusée sur une chaîne, qu'elle soit en Belgique, en France, en Italie ou même tout à fait ailleurs, on peut possiblement aller récupérer des droits.
Tout dépendra évidemment des accords qu'on a avec les différents pays, les différentes chaînes. Voilà, ça on peut faire au cas par cas et vous informer là-dessus. On a des accords évidemment avec aussi des plateformes de diffusion VOD, SVOD, Univerciné, Uncut, mais aussi Netflix, YouTube. Voilà, on commence à avoir de plus en plus d'accords avec des plateformes qui nous permettent de percevoir, et la perception des droits se fait à la diffusion. Donc, à partir du moment où votre œuvre est diffusée, sachez que c'est à ce moment-là que nous, on peut aller récupérer différents types de droits. Il faut pour ça que vous soyez inscrit, évidemment, dans une de nos sociétés, puisque ces droits ne peuvent être perçus que via des sociétés de gestion comme les nôtres. Et on va récupérer 3 types de droits, des droits de diffusion, des droits de câble et des droits de copie privée. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail de ce à quoi ça correspond, mais voilà, ça c'est le type de droit, sachant que les droits de diffusion, ce sont des droits qui se calculent sur base d'un tarif minutaire. On aura négocié en amont, évidemment, des contrats globaux avec les différentes chaînes de télé, par exemple, sur un tarif minutaire par chaîne, qui sera différent d'une chaîne à l'autre, hein, c'est des négociations. Et donc, c'est sur base d'un tarif minutaire qu'on va rémunérer la diffusion des œuvres à chaque diffusion. Alors, au niveau du paiement des droits, comment est-ce qu'on va vous rémunérer des droits? En termes d'audiovisuel, il y a plusieurs répartitions par an, comme on appelle ça. C'est un peu du jargon aussi, mais il y a plusieurs phases où on paye les droits des auteurs. En général, une fois qu'il y a une diffusion, on peut possiblement déjà payer une avance, mais les droits généralement se payent en fin d'année, plusieurs mois après, évidemment, puisqu'on doit voir ce qu'on a diffusé sur la totalité de l'année, ce qui nous permet de faire un total sur tout ce qu'on peut vous payer, voilà, le calcul global. Sachez qu'évidemment, nous, la SACD et la SCAM, ce sont des sociétés coopératives sans but lucratif. Donc, on n'est ni une structure publique, donc on n'a pas de subvention, c'est une coopérative. Donc, quand vous adhérez, vous faites l'acquisition d'une part sociale de la société. On vous demande donc d'être un petit peu actif aussi, de participer à la vie de la société. Et c'est pour ça qu'on applique ce qu'on appelle une retenue statutaire sur les droits. Donc, quand on va aller chercher vos droits, on va déduire notre retenue statutaire, qui sont des frais de gestion, des choses qui nous permettent de fonctionner. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ce qu'on retire aussi avant de vous payer vos droits, c'est le précompte sur les droits. Donc, le droit d'auteur est taxé en Belgique et nous, on vous taxe en amont pour pouvoir vous permettre de toucher du net sur votre compte. Voilà, donc ce que vous allez recevoir sur le compte, c'est du net, ça aura déjà été taxé en amont. Ça, c'est pour les petits détails techniques. Alors, il y a la question du cumul du droit d'auteur avec le chômage, dont vous avez peut-être entendu parler à cause notamment de la crise. Il y a un montant maximum de droits d'auteur ou de droits voisins, sinon global, que vous pouvez toucher par an sans être pénalisé par le chômage si vous êtes au chômage. Pénalisé, c'est-à-dire vous risquez de devoir rembourser une partie du chômage. Ce montant, il est à peu près de 4 500 € net par an. C'est déjà une petite somme, mais on peut y arriver à partir du moment où on est diffusé sur les grandes chaînes. Voilà, ça peut vite monter. Donc, sachez qu'effectivement, c'est quelque chose auquel il faut être attentif. Voilà. Pour l'instant, ce cumul a été mis en suspens par le gouvernement qui a estimé que c'était une période un peu compliquée. Nous, à la SACD et à la SCAM, on a aussi des mobilisations, on fait aussi du lobbying pour le droit d'auteur auprès des instances de décision qui, effectivement, pour essayer de faire en sorte que cette règle du cumul n'existe plus et qu'on puisse enfin toucher ses droits sans être pénalisé par le chômage, puisque c'est le système qui fonctionne comme ça. Alors, au niveau vraiment de ce qu'on fait, donc la SACD et la SCAM, ce sont donc des sociétés de gestion individuelles et collectives de droits d'auteur. C'est, comme je le disais, des coopératives sans but lucratif. Ce sont des sociétés qui ont été créées à la base en France, en l'occurrence. Ici, on a la branche belge, on gère tous les auteurs qui sont résidents en Belgique. Ici, c'est cette branche belge. Et ce sont des sociétés, c'est important, qui ont été créées par des auteurs et qui sont encore actuellement dirigées par des auteurs. Par le biais d'un comité belge. Ce sont des auteurs qui sont membres, qui se sont présentés, élus à la majorité lors de l'Assemblée générale. C'est important pour nous de préciser que les décisions qui sont prises dans le cadre du fonctionnement de cette société sont des décisions qui sont prises exclusivement par les auteurs qui en sont membres, par donc ces comités qui vous représentent, qui représentent les auteurs membres. Société internationale, je l'ai dit, on a des accords évidemment avec énormément de pays qui nous permettent de percevoir partout, ou presque. Alors, pour bien comprendre, parce que vous voyez qu'il y a deux sociétés, hein, SACD et SCAM. Nous, ici, on gère les deux. Quelle est la différence? Alors, la SACD va gérer tout ce qui concerne la fiction audiovisuelle, fiction radio,
fiction web, ça vous concerne peut-être moins. Le spectacle vivant aussi, si vous êtes auteur, autrice de spectacle vivant, c'est la SACD. La SCAM va gérer tout ce qui est aussi audiovisuel, radio web, mais pour le documentaire. Donc, c'est vraiment important de faire la différence en animation. Si vous faites du documentaire animation, ce sera la SCAM. Si vous faites de la fiction animation, ce sera la SACD. Et la SCAM s'occupe aussi de tout ce qui est œuvre de l'écrit. Ça peut concerner aussi donc, les illustrateurs, les auteurs de BD qui publient des dessins sur, sur du papier, dans des magazines, des BD. On s'en occupe aussi. On a les petites brochures que vous trouvez sur notre site qui sont ici sur les auteurs audiovisuels, fiction, audiovisuel, documentaire pour la SCAM. Voilà, c'est sur notre site aussi. Alors, on a d'autres services qui vous sont proposés, outre vraiment la gestion de vos droits et la perception de vos droits. On a pas mal de... on a un programme de bourse qui est fixe et qui vous permet, en tant que membre, de postuler. On propose notamment des résidences au studio L'Enclume, que vous devez connaître, à Zorobabel, des séjours au festival d'Annecy, dans le cadre d'un projet que vous auriez à développer, des aides à l'écriture, etc. Donc ça, c'est important. On a aussi sur notre site la rubrique bourse, vous pourrez aller constater ça. On a des formations en temps normal. Pour l'instant, je suis un petit peu calme avec les activités qu'on doit limiter, évidemment. Mais en temps normal, on organise des rencontres ici à la Maison des auteurs, de formation, workshop, masterclass, rencontres avec des éditeurs, avec des producteurs. Voilà, on vous met en réseau. C'est aussi un accompagnement global qu'on propose. On ne peut pas proposer un accompagnement individualisé, mais c'est vraiment vous mettre un contexte qui vous permet de créer votre réseau aussi. L'accompagnement et les conseils juridiques, on en a parlé. Hein. Vous pouvez faire appel à nos services par rapport à ça. On a ce centre de ressources en ligne dont je vous parlais sur le site, très important, sur les sites de la SACD et de la SCAM. On a une newsletter qui vous arrive toutes les semaines et qui vous informe sur toutes les actualités en termes de droits d'auteur. On a normalement aussi, fermé pour l'instant, mais on espère ouvrir bientôt, les espaces de coworking ici à la Maison des auteurs qui permettent aux auteurs membres de venir travailler dans les espaces seuls ou à 2 ou à 3. C'est un espace d'écriture qui est assez agréable. Et évidemment, on vous offre la possibilité qu'il y ait une communauté pour les rencontres, les événements culturels, festifs, etc. Donc, tout ça, vous pouvez trouver sur notre site. Ce qu'on organise aussi normalement, ce sont régulièrement des projections. On remet des prix, on est partenaire sur des événements, sur des festivals. Donc, on vous donne la possibilité aussi de pouvoir aller sur des festivals dans le cadre de partenariats, de vous avoir qu'il y ait des tarifs préférentiels, des choses comme ça, sur des passes festivals. Les mobilisations, lobbying, j'en ai déjà un petit peu parlé. Évidemment, c'est la force du collectif qui permet de défendre les auteurs et les autrices pour leurs droits. Et on représente une force de frappe assez forte pour ça. Et ça nous permet d'avoir un poids dans les négociations. Et enfin, on s'est associé avec la Fédération à Bruxelles pour créer la plateforme Bella, bella.be, qui est une vitrine pour les auteurs et les autrices. N'hésitez pas à aller jeter un œil aussi. Il y a pas mal d'informations sur des bourses, des résidences, des appels à projets qui sont relayés là-dessus aussi, qu'on relaye, qui sont réalisés par d'autres structures. Et c'est aussi une vitrine pour vous. Ça vous permet de vous mettre en avant et de faire votre promotion, ce qui est super important aussi en tant qu'auteur-autrice pour avancer dans votre parcours, dans votre carrière. Voilà. Super, merci beaucoup Gabriella, je pense que c'était très complet. Sarah, est-ce que tu as une vue plus claire maintenant? Oui. Ah ben voilà, mission accomplie. Autant d'assimiler tout ça, évidemment. J'ai juste une mini-question, peut-être pour que ce soit plus clair pour les auditeurs. Est-ce que quand on est comme Sarah, employé par un studio, on est concerné par le droit d'auteur ou pas, en gros? Si on contribue à une œuvre, mais dont on n'est pas le réalisateur Alors, ici, en termes de... Quand on va déclarer une œuvre chez nous, il faut être considéré comme l'auteur de l'œuvre. Et donc, il faut évidemment qu'il y ait un contrat qui vous lie avec la production et qui vous crédite comme auteur de l'œuvre. Donc ça, ce sera évidemment sur base du contrat qu'on va pouvoir constater ça. C'est pour ça qu'il nous faut aussi les contrats pour qu'on constate si la personne qui a travaillé sur l'œuvre est considérée comme auteur ou pas. Nous, sachant que les auteurs de l'œuvre, quand l'auteur déclare son œuvre, puisque
il y a deux choses. Quand on adhère, évidemment, on adhère pour être membre. Et pour qu'on puisse aller récupérer vos droits, il faut que vous fassiez une déclaration. Donc, vous déclarez l'œuvre, vous dites le titre, la durée, etc. Vous nous donnez un certain nombre d'informations sur l'œuvre et vous mettez toutes les personnes qui sont considérées comme les auteurs de l'œuvre. Pour l'animation, c'est un peu particulier. Normalement, les auteurs de l'œuvre sont considérés comme les réalisateurs, les réalisatrices, le ou les scénaristes, adaptateurs, dialoguistes. Et évidemment, pour l'animation, les graphistes, voilà, il y a toute une, voilà, les personnes qui sont aussi reprises sur la Bible peuvent être aussi considérées comme les co-auteurs. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici, donc il faut vraiment voir avec les contrats qui sont établis avec les producteurs pour savoir si voilà, vous êtes considéré comme l'auteur aussi de l'œuvre et ça, nous, on peut analyser aussi avec notre service juridique. C'est ça, je pense que c'est un point important en général, parce que oui, c'est long, oui, c'est embêtant, mais lisez vos contrats. Et si vous ne les comprenez pas, demandez à quelqu'un qui les comprend de les relire. Mais ça implique énormément de choses, et notamment en termes de droit. Et aussi simplement en termes de fonction. Donc n'oubliez pas de faire ça. On a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait aborder ici en très peu de temps. J'ai déjà débordé un petit peu. Mais je pense que toutes ces infos étaient importantes et intéressantes pour qui veut développer sa carrière dans l'animation. Je tiens à remercier Gabriella, évidemment, Virginie, et surtout Sarah d'avoir gentiment accepté de se prêter au jeu, de présenter un petit peu sa carrière, ses études, etc., de partager ça avec nous et avec vous. Merci également à l'équipe de prod de Futur Anima, parce que vous ne les voyez pas, parce qu'ils sont derrière la caméra, évidemment, d'avoir réglé tout ça. Merci à Anima de nous avoir invités. Et merci à Manon qui a géré le chat comme un chef, comme d'hab, comme une chef en l'occurrence. Merci à tous. On vous souhaite évidemment une très très bonne journée. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous adresser à la SACD, à Mediarte ou à Amplo si vous avez de plus amples questions, besoin de plus d'infos. Merci à toutes et tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.